Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal des Alpes. Voici les titres de ce 24 novembre. Ils craignent pour leur propre sécurité. Les policiers nationaux de la Savoie manifestent en ce moment même à Chambéry. Ils sont venus de tout le département pour dénoncer le manque de moyens face aux missions croissantes qui leur sont demandées. Maxence Regnault est sur place. Le réveillon de Noël, c'est dans un mois, jour pour jour, et pas de réveillon sans sapin de Noël. Dans les sapinières, c'est la course contre la montre et vous verrez que les producteurs locaux font un très bon travail. Enfin, le must du luxe à Évian-les-Bains, le Royal Hotel vient d'entrer dans la catégorie confidentielle des palaces. Une adresse chargée d'histoire, visite guidée en fin de journal. Dans votre édition nationale à 19h30 avec Carole Gessler, la Corse avec son alerte rouge, les habitants de Haute-Corse confinés chez eux. Le nord de l'île est en alerte rouge, alerte maximale aux pluies et aux orages. Et puis, nouvelle baisse du chômage en octobre, moins 0,3%. C'est une bonne nouvelle pour François Hollande, à quelques jours d'une éventuelle candidature. Le chef de l'État veut y voir ce soir les effets de sa bataille pour l'emploi. Les policiers qui interpellent, le ras-le-bol des policiers, je vous le disais, en Savoie, ils continuent à mettre la pression sur les autorités. Nouveau rassemblement à Chambéry de policiers venus de Modane, Albertville ou encore Aix-les-Bains. C'est la 4e manifestation ce soir depuis le début du mouvement. Maxence Regnault est sur place. À l'hôtel de police de Chambéry, Maxence, le cortège doit partir d'une minute à l'autre. Ah oui, Jean-Christophe, le cortège s'apprête à partir dans les prochaines minutes. Un cortège important. Il y a environ 300 personnes, peut-être même plus, qui ont décidé de venir à ce rassemblement car les policiers ont fait appel aux pompiers, à la sûreté ferroviaire, mais également aux douaniers. Je suis d'ailleurs avec le porte-parole des policiers en colère de Savoie, Gwenaël Kirchhofer. Bonsoir. Avec ce rassemblement élargi, est-ce que c'est une nouvelle étape pour le mouvement ? Oui, bonsoir. Je crois que le collectif des policiers en colère de la Savoie est en train de se structurer, comme tous les collectifs départementaux. Ils cristallisent de plus en plus avec d'autres professions qui en ont ras-le-bol des violences. Est-ce que ça veut dire que les policiers n'étaient pas assez entendus ? Je ne crois pas qu'on n'était pas entendus, mais on n'était peut-être pas assez crédibles. Et aujourd'hui, notre revendication principale, c'est vraiment cette lutte contre les violences. Parce que vous sentez, vous, quand vous allez sur le terrain, que ces violences, elles ont augmenté depuis 10-20 ans ? Oui, en fait, si on prend les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales sur Internet, on voit qu'entre 1997 et 2015, par exemple, l'indicateur des atteintes des atteintes volontaires à l'intégrité physique a augmenté de près de 149%, je crois. Celui des coups et blessures volontaires de presque 197%. Et celui des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique de 158%. Donc dans tous les cas, on a entre doublé et triplé les chiffres des violences sur 18 ans. Ça veut dire, et vous avez rencontré le préfet en début de semaine, je crois. Est-ce que vous avez obtenu des choses ? Alors oui, le préfet et sa directrice de cabinet sont venus à notre rencontre le 15 novembre. Il nous a écoutés, il nous a rien promis, c'était pas son rôle, mais il nous a promis de faire remonter l'ensemble des revendications que nous lui avons présentées auprès du cabinet du ministre. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre le cortège qui va partir dans les prochaines secondes. Direction d'abord le tribunal, puis la préfecture. Merci beaucoup Maxence. On passe à la mobilisation des infirmiers anesthésistes dans tout le pays. Dans la région, c'est en Isère, au CHU de Grenoble, qu'ils s'étaient donné rendez-vous ce matin. Ils réclament toujours d'être payés à la hauteur de leurs années d'études. Le reportage de Françoise Gay et Dominique Semet. Venus de Bourgoin-Jallieu, Voiron ou Grenoble, une cinquantaine d'infirmiers anesthésistes, étudiants ou titulaires, très remontés. Depuis 2010, ils se battent pour la reconnaissance de leur statut. On est reconnu master, donc on fait 5 années d'études. On est reconnu au niveau de l'université. On a accepté des nouvelles missions de la part du ministère pour la prise en charge des patients. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à même niveau égal dans la fonction publique hospitalière, on a entre 300 et 900 euros d'écart par rapport à d'autres professions de même niveau que nous. Des heures supplémentaires non payées, une heure de nuit majorée d'1 euro brut. Alors, quand ils entendent un candidat à la présidentielle proposer la suppression de 500 000 postes dans la fonction publique, c'en est trop. Aujourd'hui, on a du mal à assurer une qualité et une sécurité constante pour le patient. Et voilà, les temps d'attente sont déjà très longs en termes de prise en charge. Plus vous pressurisez le personnel,
plus le personnel se fatigue et plus il est à même de faire des erreurs, malheureusement. Et sauf que là, on touche à la vie humaine et ça, c'est une vraie problématique. Le cortège s'est rendu vers l'Agence régionale de la santé. Pour les 9000 infirmiers anesthésistes de France, une seule revendication, halte à un prix low cost pour du personnel qualifié. Et l'on reste dans le domaine médical avec l'épidémie de gastro-entérite qui se propage en France. Vous le voyez sur cette carte publiée sur notre site internet. La région n'est pas épargnée. Le réseau Sentinelle recense 120 à 250 cas pour 100 000 habitants. Une épidémie qui pourrait se renforcer durant les prochaines semaines. À Grenoble, le forum de ceux qui ont des idées, mais pas toujours l'argent pour les concrétiser. Les créateurs et repreneurs d'entreprises se retrouvent aujourd'hui et demain à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie pour approfondir leurs projets. Le climat des affaires s'y prête avec une légère amélioration de la conjoncture économique. Xavier Schmitt et Marie Michelier. Il a 32 ans, il est docteur en chimie, mais il n'a pas trouvé d'emploi. Damien Vaux s'est décidé à créer son entreprise. Une complète reconversion. Ce sera une microbrasserie, un bar qui produira sa propre bière. Il a mis une bonne année pour boucler son projet. Et il a dû compléter son financement avec l'aide de ses proches. On s'est monté en SARL, on est 36 associés, ce qu'on appelle du love money en start-up. Chacun a mis quelques petits ronds dans l'affaire et on a eu un impact un peu plus gros sur les banquiers. L'argent est bien sûr la question clé pour créer son entreprise, mais les solutions ne manquent pas. C'est ce que veut démontrer le forum annuel de la Chambre de commerce et d'industrie. Les banques exigent en moyenne 30% d'apport personnel. On peut les trouver auprès de financeurs spécialisés. On a différents outils, on a du prêt à taux zéro, des subventions pour justement faire effet levier et être un coup de pouce pour obtenir un prêt bancaire. Et enfin, sur ce prêt bancaire, on propose de se porter garant, voilà, pour que le porteur de projet prenne le moins de risques possible et sécuriser son prêt bancaire. Au fil des années, les formalités se sont simplifiées. En fait, la grande difficulté est en amont, dans l'élaboration du projet. Les chambres consulaires jouent alors vraiment leur rôle. Nous, on est vraiment des portes d'entrée. On va pouvoir diagnostiquer le besoin du créateur, l'aider à formaliser son projet et ensuite l'orienter au mieux vers la bonne structure qui va l'accompagner, qui va le financer. Les créations d'entreprises connaissent un regain. Sur les 9 derniers mois, leur nombre a bondi de 1,4% en Isère. 7500 nouvelles sociétés ont été enregistrées. Le ministre de l'Intérieur était en Isère aujourd'hui. Bernard Cazeneuve s'est rendu à la sous-préfecture de Vienne pour remettre des titres de séjour pluriannuels à 7 personnes en cours d'intégration. Elles ont tout un conjoint français. Ce titre de séjour constituait la mesure phare du projet de loi sur le droit des étrangers. Elle est entrée en vigueur le 1er novembre dernier. Cette carte, d'une durée de 2 à 4 ans, est délivrée sous condition après un premier titre d'1 an. On écoute tout de suite Bernard Cazeneuve. C'est une réforme importante que nous avons engagée, qui est une réforme qui va permettre de simplifier les procédures en préfecture, en sous-préfecture, qui va permettre de faciliter l'intégration des étrangers en France, dans le cadre d'une politique nationale qui nous a conduit à rehausser considérablement les moyens de l'OFII, de l'OFPRA, pour raccourcir la durée de traitement des dossiers des demandeurs d'asile. Bernard Cazeneuve qui s'est aussi rendu à Lyon pour la pose de la première pierre de l'Institut français de civilisation musulmane. Un bâtiment qui devrait ouvrir en 2018. Son but est d'informer le grand public sur la religion musulmane pour mieux lutter contre l'obscurantisme. Mouloud Aïssou et Arnaud Jacques. Une forte affluence et des représentants de tous les cultes cet après-midi sur le chantier qui jouxte la grande mosquée de Lyon. Bernard Cazeneuve est venu apporter la bénédiction républicaine au projet d'Institut français de civilisation musulmane. Les musulmans de France ont toute leur place dans la République. La République a vocation à prendre dans ses bras tous ses enfants. Elle a vocation à exiger d'eux qu'ils respectent les lois de la République, bien entendu. Mais la République, comme le disait Gérard Collomb au terme de son discours, n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle se décline dans l'unité, l'indivisibilité de ses valeurs. Ce projet, vieux de 30 ans, a fait polémique récemment lorsque le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a renoncé à sa subvention d'1 million d'euros en raison de soutien financier étranger.
Une position que ne partage pas le préfet, représentant de l'État, et Gérard Collomb pour la métropole de Lyon. Nous avons aidé la communauté juive à réaliser l'espace Hillel. Hier, nous avons voulu que se construise l'espace culturel du christianisme à Lyon. Aujourd'hui, nous voulons que se réalise cet institut français de civilisation musulmane. Cet institut strictement culturel proposera des expositions, des conférences, des concerts pour mieux faire connaître à tous les cultures de l'islam. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2018. Oui, chez les producteurs de sapins, c'est le coup de feu. À un mois pile de Noël, ils s'affairent pour présenter leurs arbres dès la semaine prochaine en magasin. On coupe et on emballe à tour de bras. Rencontre à Vallières, dans l'Albanais, avec Gérard Blanc, dans le métier depuis une trentaine d'années. Rencontre signée Serge Vorette et Marion Feutry. C'est tout compté avant. Ah bon, bah c'est bon. Faudra recompter ceux qui sont là-bas aussi. Les bons comptes font les bons amis, et surtout en cette période dans la sapinière de Gérard Blanc. Aujourd'hui, Gérard s'affaire auprès d'un grossiste qui écoule sa production dans le bassin du Genevois au Savoyard depuis une quinzaine d'années. Un temps suffisamment long pour avoir développé une certaine philosophie. La vie des sapins change, il y a beaucoup de synthétiques à l'heure actuelle. Les tailles ont diminué, on vend beaucoup plus de petits. Est-ce que c'est la place chez les gens? Ou est-ce que c'est le manque d'argent? Aussi, les deux y contribuent, je pense. Oui, enfin, il s'en vendra quand même près de 6,5 millions, dont seulement un petit million est artificiel. Et surtout, le fameux Norman tient bien sûr le haut de l'affiche. Il est assez régulier. Il a été bien sûr taillé au fond parce qu'il était très large. Mais il faut le couper l'année d'après parce que dans les médias, c'est pas très joli. Mais après, donc ramifier jusqu'au bout. Une belle couronne, régulière, assez régulière. Voilà. Pour moi, c'est du premier choix. Gérard Blanc a produit jusqu'à 100 000 sapins au plus fort de son activité. Il alimentait alors des jardineries de Dijon à Valence. Mais c'était une autre époque. Cette année, il n'en fera que 5 000, mais sur un sol où les moutons ont remplacé depuis longtemps les pesticides et où les grossistes n'occupent plus toute la place. Ce week-end, ce sont les parents, souvent poussés par leurs enfants, qui viendront chercher directement leurs sapins chez lui. Un bon plan pour occuper un samedi fébrile d'avant-fête et faire à coup sûr une sacrée économie sur un achat en magasin. Voilà, le rendez-vous est pris. Après 7 mois de travaux, l'aéroport de Chambéry a fait peau neuve. 2 millions d'euros ont été investis pour rénover l'intérieur de cet aéroport saisonnier. Objectif, améliorer l'accueil des passagers cet hiver. Une rénovation qui s'accompagne d'un nouveau nom. Les locaux ont été inaugurés en fin d'après-midi. Pauline Allo et Bernard Portugal. Il survole toujours le hall d'entrée, mais à part ce vieil avion, tout a été modernisé, revu, repeint, avec des dominantes de marron et de bleu. Du sol au plafond, on a mis l'accent sur le confort et une meilleure gestion du flux des passagers. Certaines salles, comme la salle d'embarquement, ont été agrandies, car il y avait urgence pendant la période hivernale. Entre touristes et skieurs, ça se bousculait pas mal. Les périodes d'activité qui ont lieu le samedi et dimanche, on peut se retrouver avec entre 5 et 10 000 passagers facilement dans l'aérogare la journée du samedi. Donc tout ça doit être pesé, mesuré pour que l'efficacité soit la meilleure, tant pour nous au niveau opérationnel que pour nos passagers qui ont besoin aussi de bénéficier des meilleurs services qu'on leur propose. Au total, 200 000 passagers, beaucoup de Britanniques, passeront par ici cet hiver pour rejoindre les stations. Un aéroport dont l'activité commerciale se concentre sur quelques mois. L'aviation d'affaires se maintient de son côté toute l'année. Un aéroport qui change de nom, il s'appelle désormais Chambéry Savoie-Mont-Blanc. Une démarche commune avec Savoie-Mont-Blanc Tourisme, histoire de promouvoir le territoire. Nous l'avons susurré à l'exploitant, tout simplement parce que Savoie-Mont-Blanc est aujourd'hui une marque touristique mondialement connue, et que pour les touristes qui venaient dans notre territoire via l'aéroport, il était assez logique, somme toute, que cette porte d'entrée du territoire s'appelle elle aussi Savoie-Mont-Blanc. L'aéroport met en place cet hiver 11 destinations régulières vers les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. 250 saisonniers ont été recrutés. Tout est donc mis en place pour accueillir au mieux les passagers avant qu'ils ne découvrent tous les charmes de notre région.
Justice avec la petite victoire devant les tribunaux de ce moniteur de ski britannique accusé de pratique illégale de son métier en France. Alors que la justice pénale lui avait donné tort, la justice administrative vient de donner raison à Simon Butler. Il enseignait le ski à Megève, en Haute-Savoie. Elle vient d'annuler une décision préfectorale qui refusait de lui délivrer une carte professionnelle. Les explications d'Isabelle Colbrand. Simon Butler était accusé d'exercice illégal de sa profession, faute de diplôme adéquat. Pourtant, ce moniteur de ski britannique détient le plus haut niveau de certification en Angleterre. Seulement voilà, l'administration française considère que cette qualification ne lui permet pas d'assurer en toute sécurité l'enseignement du ski alpin. Pour cela, il devrait passer des équivalences, ce qu'il refuse. Pour être reconnu en France, il doit être titulaire d'un test d'aptitude, l'Eurotest. Plusieurs fois condamné par le tribunal correctionnel, c'est au tribunal administratif qu'il a donc fait appel à l'issue de sa dernière condamnation, 6 mois de prison et 12 000 € d'amende, et celui-ci lui a donné raison. C'est à l'administration de démontrer que Simon n'a pas le niveau requis, le simple fait de ne pas être détenteur de l'Eurotest n'étant pas en soi une preuve d'incompétence. Sur le plan pénal, la Cour d'appel de Chambéry se prononcera le 15 mars. On porte maintenant notre projecteur sur Ecopla avec le dernier numéro de notre série de la semaine. Les anciens salariés de l'usine de production de barquettes d'aluminium de Saint-Vincent de Mercuse en Isère se sont battus sur tous les fronts pour reprendre leur entreprise en SCOP, une société coopérative et participative. Ils se sont battus y compris sur le front judiciaire et ils sont même allés de déconvenus en déconvenus, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Le reportage de Céline Aubert, Gilles Ragri et Cédric Picot. Toutes les lois sont faites qu'on ne peut pas aider les gens qui veulent s'en sortir en fait, dans la vie. C'est une suite d'injustices qui nous suit et qui nous poursuit. En fait, au pied du mur, on n'a plus le choix, donc on va. La volonté, c'est ce qui a porté les salariés d'Ecopla durant ces 9 mois. Une foi inébranlable aussi, malgré les échecs et le sentiment d'impuissance ressenti sur les bancs de la cour d'appel. C'est au palais de justice de Grenoble que s'est joué en grande partie le destin d'Ecopla. Au 2e étage de ce grand bâtiment se situe le tribunal de commerce. Une dizaine de magistrats consulaires y décident du sort de nombreuses entreprises. En 2014, c'est vers eux que les salariés se sont d'abord tournés. Monsieur Couturier, le président du tribunal de commerce de Grenoble, on l'a vu 3-4 fois. On lui a dit aidez-nous, cette entreprise elle va mourir. Ecopla aurait pu avoir sa chance si le redressement judiciaire avait été prononcé à ce moment-là. Hélas, il ne le sera que 2 ans plus tard, bien trop tard, car alors, les caisses sont vides. Des Ecopla, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Et peut-être que les gens aujourd'hui n'ont pas cette force, cette envie, cette énergie pour se battre sur ces dossiers-là. Mais l'intérêt, si vous voulez, c'est qu'à partir d'un tout petit dossier, finalement, parce qu'on parle de 20 emplois et que je travaille sur des dossiers parfois de plusieurs dizaines, voire des centaines d'emplois supprimés, dont font partie par exemple Siemens, que je traite actuellement. On a bien évidemment 2 faces. On a la face officielle, la face officieuse, et la face officieuse, c'est le laisser-faire et le laisser-aller. À plusieurs reprises, nous avons contacté le tribunal de commerce, sans succès. Seul Olivier Nagabo, procureur adjoint, nous a reçus. Il nous a expliqué hors caméra qu'Ecopla devait être liquidé rapidement pour payer les salaires. C'est ainsi que la liquidation a été prononcée en 3 semaines à peine. On ne se faisait pas trop d'illusions côté justice parce que depuis le départ, ils nous disent de toute manière, ils l'ont avoué, le travail n'a pas été fait correctement au départ. Du coup, maintenant, ils statuent sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire machine arrière. Moi, je pars du principe qu'ils auraient quand même pu le faire. Quand on veut, on peut. Après la liquidation et le rachat des machines par cookies, les anciens salariés décident de faire appel de la décision du tribunal de commerce. Ils déposent alors 2 recours. Qu'est-ce que vous avez retenu? Que la justice n'avait pas fait son travail et qu'ils auraient dû le faire en temps et en heure. Et ils ne l'ont pas fait. Donc on continue. Hier, c'était des gougeurs, il y a Alstom, etc., etc. Il faut un moment que ça cesse, ça suffit. Ça suffit! Colère et incompréhension, car la présidente a jugé leur recours irrecevable. Elle l'affirme, seul le parquet pouvait faire appel. Pire, elle sous-entend qu'il aurait dû le faire. C'est au nom de l'intérêt général et au nom de la défense de l'emploi qu'il y a un appel du parquet. Donc en l'occurrence, c'est vrai que nous pensions que sur le dossier,
au nom de l'intérêt général, alors il n'y a pas une définition de l'intérêt général, mais en tout cas au nom de l'intérêt général et étant donné la solidité du dossier, tant économique, financière, de savoir-faire, qu'il y avait une capacité à faire appel sur ce sujet. Durant tout ce temps, les 29 machines et les 250 outils, le trésor d'Ecoplats, sont restés dans l'usine. L'Italien Cookie les a achetés cet été, mais à ce jour, il ne les a toujours pas récupérés. S'ils enlèvent tout un jour, oui, c'est plus la peine après. Mais tant qu'elles sont là, c'est qu'il y a un espoir. Ça va être la fête le jour où le projet, on va avoir les clés de l'usine et voilà, Moi, je me mets dans cette perspective-là. Je suis optimiste. C'est peut-être un défaut, mais c'est comme ça. Pour les anciens salariés, le gouvernement est à ce jour l'ultime espoir. L'Union régionale des SCOP travaille aussi à une loi pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. La loi Ecoplats. Voilà une histoire qui reste encore à écrire. Direction Évian maintenant pour terminer ce journal. Évian, où le Royal Hotel vient d'obtenir la distinction suprême, le classement en catégorie palace. Il en existe seulement 23 en France. C'est le seul palace de ville de notre région. Une récompense majeure pour le lieu et pour la ville dans laquelle il est établi. Isabelle Colbrand et Gilles Ragri. Splendeur et démesure, c'est ainsi qu'est qualifié cet hôtel inauguré en 1909. Véritable vaisseau surplombant le lac Léman, le Royal décline une histoire majestueuse. Du sultan de Zanzibar à l'Aga Khan, de Guitry à Garbeau, on ne compte plus les personnalités qui se sont ici succédées. Alors des 5 étoiles qui en faisaient déjà un établissement de luxe, il devient palace, une distinction acquise selon plusieurs critères. Alors le premier que l'on pourrait dire, c'est l'histoire, le patrimoine historique. Le Royal date de 1909, il y a eu beaucoup de grands événements. Ça c'est le premier. Le deuxième peut-être le parc naturel que nous avons autour de nous, 19 hectares qui entourent l'Hôtel Royal. C'est assez rare pour un palace. Autre critère, la gastronomie, ici 3 restaurants. Enfin, la rénovation du lieu, 24 mois de travaux en prenant soin de conserver le patrimoine originel. Ici, nous sommes dans une des 2 chambres de l'appartement, où nous pouvons également retrouver du mobilier restauré, tel que cette table de chevet, avec encore les intérieurs de l'époque, où l'on pouvait placer les petits pots en porcelaine. Voilà. Nous avons également ce lit en laiton, ou alors ce lustre, où voilà, la partie abat-jour a été remplacée, mais où le contour est d'époque. Environ 200 personnes travaillent ici. L'hôtel dispose de 150 chambres, dont 32 suites. Depuis quelques jours, le Royal est donc devenu un palace. Ça va apporter, il est vrai, une visibilité, aussi bien en France qu'à l'international. La distinction palace est une distinction et un terme qui est utilisé dans beaucoup de langues. C'est un mot qui est compris dans beaucoup de langues et c'est un niveau d'hôtellerie, un niveau de satisfaction reconnu. Pour la ville d'Évian, qui accueille environ 1 million de visiteurs par an, cette distinction est un atout supplémentaire. Plus de 50% de nos chambres hôtelières sont en 4-5 étoiles et même palaces aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une spécificité qui est bien au-delà des moyennes régionales ou nationales même. Donc clairement, nous, on est en train de travailler sur cette stratégie aussi et de se dire, on a la chance d'avoir un panel très large d'hébergement, mais porté par une locomotive haut de gamme. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, parce qu'un symbole fort de plus, la distinction Palace sur le Royal, qui nous permet de dire, clairement, oui, on a une offre hôtelière d'exception et de très haut niveau, et ça sert de locomotive à l'ensemble du parc hôtelier de la ville. On compte donc dorénavant 4 palaces en Auvergne-Rhône-Alpes, dont 3 en montagne, à Courchevel, et 1 sur les bords du Léman. Avant de vous quitter, je vous rappelle ce qui a fait la une de ce journal. 200 à 300 policiers venus de toute la Savoie manifestent en ce moment même dans les rues de Chambéry. Ils sont partis à 19h de l'hôtel de police, vous le voyez sur ces images, en direction de la préfecture. C'est le 4e mouvement en Savoie, la 4e manifestation depuis le début du mouvement. Des policiers, des pompiers, des secouristes du SAMU qui réclament plus de moyens et une réforme de la légitime défense pour les policiers, une réforme calquée sur les droits des gendarmes.
Restez avec nous, l'information se poursuit avec votre journal national et puis votre météo, votre édition nationale avec Carole Gessler qui reviendra notamment sur les chiffres du chômage. Il me reste à vous signaler aussi demain matin à 9h50, Rhône-Alpes Matin, Valérie Chastelan qui vous apprendra la recette du gâteau de Savoie avec Mercotte, la célèbre blogueuse culinaire. C'est à l'occasion du salon Saveurs et Terroirs de Chambéry. Demain à midi, vous retrouverez Florine Heba pour un nouveau journal régional. Je vous souhaite quant à moi une douce soirée sur France 3. À très bientôt.